Nadine Saint-Martin. Un foisonnement à travers moi. J'ai rencontré Nadine Saint-Martin dans le cadre de l'atelier d'écriture qu'elle accueillait chez elle un soir par mois. J'ai tout de suite été charmé par son goût du beau, s'étendant du design de sa maison jusqu'à ses assiettes et la nourriture qu'elle cuisinait en passant par les tableaux, pots et autres œuvres décorant sa demeure. Alors que je montais ma série de podcasts sur les rouages de la créativité, je lui ai proposé de m'offrir un survol de ses œuvres et de me parler de son rapport avec l'expression de soi. Après de longs entretiens, je me suis rendu compte que ce qui était en train de se monter dépareillait avec le reste du podcast, aussi variable que puisse être son format. Je ne l'ai donc pas inclus dans ma chaîne comme un autre épisode de The Process, mais comme un mini-documentaire où l'aspect visuel de la vidéo est un peu plus travaillé. Et bien maintenant, écoutons Nadine nous parler de son rapport à l'art et de son parcours. C'est très difficile pour moi d'observer un processus dans la créativité, dont j'ai fait l'expérience, parce que ça a été un foisonnement, c'est parti un peu dans tous les sens. J'ai commencé à dessiner très tôt, sur mes cahiers, sur mes livres. C'était une nécessité impérative, c'était une espèce de truc pour me calmer aussi, parce que ça ne m'intéressait pas, ce qui se passait à l'école. Puis c'est après la photo qui est arrivée avec le petit Brownie Flash, ces petits appareils qui faisaient des photos carrées. Et je trouvais passionnant de pouvoir capter les gens, les visages, les expressions. Voilà, ça a été le démarrage on va dire, de mon processus de créativité. De ton parcours. On va dire le parcours, voilà, de mon parcours. Après, c'est la peinture qui m'a prise. La peinture qui est arrivée plus tard. Je faisais du joli beau à cette époque-là, je me rassurais aussi, je faisais des belles choses. Tout ça. Et puis à la suite d'un stage avec une femme que j'ai beaucoup admirée, Renée David, tu vois, c'est toujours les femmes qui ont eu un impact sur le plan artistique. Donc une femme qui était capable de déceler chez chacun et de valoriser son potentiel créatif. Donc elle nous donnait à voir, vraiment, avec une observation de ce qui nous entourait, mais aussi en étudiant des œuvres avec une certaine vision plus pointue, différente du premier coup d'œil. Le choix des formes, du nombre d'éléments sur le tableau, leur correspondance, leur symbolique, tout ça. Donc à la suite des stages, j'avais une vision tellement particulière, tellement consciente, que c'était à la fois réjouissant et en même temps absorbée par cette vision-là. J'étais, comment dire, presque trop polarisée sur un œil qui regarde pour créer, ou qui voit, je sais pas, grâce à la lumière ou au lieu que je regarde. J'étais trop focalisée, j'étais absorbée complètement par c'est même pas un besoin créatif, c'était une sensibilité exacerbée à ce qui m'entourait. Donc c'est elle qui m'a bousculée, elle m'a fait découvrir de manière brutale. D'ailleurs, je me souviens un stage où elle nous avait demandé de faire un visage. Donc je m'étais appliquée à faire un visage. Et après elle dit, ben voilà, dans le visage, maintenant vous défaites le visage et vous en faites un autre à travers celui-là. Alors là, j'ai commencé à me sentir mal. Et maintenant, vous regardez l'intérieur du corps, l'intérieur, l'intestin, etc. Et vous dessinez ça aussi. Et au fur et à mesure que je dessinais ces trucs-là qu'elle demandait, c'était l'horreur, quoi. J'ai quitté la salle où on travaillait. Je suis allée pleurer dans les toilettes. Et puis, quand je suis revenue, je me suis mis à cette proposition, donc. Et ça m'a ouvert, ça a explosé quelque chose qui était rassurant, voilà, ce que j'appelle joli beau, pour aller vers autre chose. J'ai fait de la poterie donc aux Beaux-Arts à Nîmes pendant 1 an. Et puis après, ça s'est tout enchaîné et mélangé. Il y a eu la peinture, la sculpture sur bois, sur métal, la photo,
la gravure, l'écriture et aussi la couture. Donc j'essayais d'harmoniser tout ça parce que j'ai l'impression que ma créativité s'est explosée dans plein d'expressions différentes. Mais je crois qu'il y a un lien. Il y a un lien quand même dans tout ça. J'essaie de le voir en prenant du recul. Bon, c'était l'expression de la vie, ça c'est clair. C'était ce besoin de ce dynamisme, cette passion qu'il y avait en moi, qu'il fallait qu'il s'exprime. Bon, il y avait aussi ce malaise, ce grand malaise. Donc dans la peinture, je remarque que ce sont toujours des périodes difficiles qui ont été le ferment, l'élan pour réaliser une série de peintures. J'ai toujours eu besoin de montrer ce que je faisais. Il fallait que quand les gens venaient à la maison, je me disais, regardez, regarde ce que je fais, etc. Donc mais je crois que j'en parle un petit peu. Donc voilà, une série de peintures à l'huile, je fais de l'acrylique, du pastel. C'était en même temps une manière de me libérer d'une espèce de pression, d'une souffrance. Et en même temps, ça me mettait dans des états tellement de mal-être, comme si j'étais aspirée, autant que je me souvienne, dans un processus créatif qui s'est exprimé de manière trop violente, quoi, Donc c'était intéressant, c'était riche, et en même temps, j'avais peur, quoi, ça me faisait carrément peur, parce que ça m'emmenait dans des endroits trop dangereux, déséquilibrants, comme si je risquais de me perdre dans cette expression-là. Et en même temps, je sentais qu'il y avait vraiment un filin, enfin, je ne sais pas comment dire, quelque chose qui m'a tiré. J'ai failli y aller. En fait, j'ai choisi la sécurité. J'ai choisi l'éducation nationale, alors que c'était pas particulièrement mon truc. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Très bien. Pendant, je pensais, c'est moi qui dis, j'y arrive pas. Ah, ça y est, maintenant ça se passe, ça y est, j'y arrive. Ah ouais, là ça va, cette couleur c'est bien. Regarde là, le mouvement, c'est équilibré. Hop, tu tournes le tableau dans tous les sens. Oui, ça y est, ça fonctionne. Au début, j'étais complètement sûre que c'est moi qui faisais. Longtemps. Il n'y a pas longtemps que je réalise que c'est pas moi. Donc, je me souviens d'avoir été absorbée par le sujet. Alors là, je reviens à la photo. Quand j'avais fait ces photos en bord de rivière, là, comme celle-ci. Là, c'est le jaillissement, c'est la profusion de couleurs, c'est la fluidité, c'est la lumière. C'est extraordinaire, quoi. Quand tu vois comment c'est sur les rochers et dans l'eau elle-même, c'est mouvant, c'est émouvant aussi, c'est clair. Et c'est magique comme couleur. Il y a une palette là que je serais incapable de refaire avec de la peinture. Là, ce que je peux dire donc, sur ces photos, c'est une attraction vers la couleur, vers la variété, je sais pas comment on dit, de couleurs, de mouvements, Texture. C'est passionnel. Je sais pas comment dire. Quand je suis dans les rivières comme ça, là, c'est une fascination. Et à force de regarder d'ailleurs des cascades, des choses comme ça, c'est comme quand on regarde le feu, ou c'est comme quand on regarde. On finit par être presque en hypnose juste sur ce qui se passe, quoi. On est fasciné. On est fasciné, on est complètement focalisé. Et on s'oublie. Et on dit même on dit aussi que les cascades dégagent des ions négatifs et que c'est très bon pour nous. Et quand je viens de faire une séance de photo comme ça, ou même passer du temps au bord de la rivière, il y a justement un calme qui s'est établi. C'est comme une méditation. Il y a eu combien de rejets? Genre, en fait, le truc, c'est que tu prends, et après tu es lag, ou Non. Il y a... Je prends que ce qui me paraît intéressant, et j'en enlève très peu, voire pas, parce que j'ai choisi le sujet que je veux prendre.
Je sais pas, comme je crois que beaucoup de gens font, ils en prennent un max et puis ils en gardent 2 ou 3. Je dis pas qu'après elles sont valables, hein, mais c'est plus la série qui m'intéresse parce que ça montre mieux ce que j'ai vu, ce que j'ai pu ressentir aussi. C'est plus la série qui m'intéresse que une super belle photo qui va être mise en valeur. C'est pas le cas, par exemple, pour d'autres sujets photos où je vais choisir vraiment, par exemple, pour le nu. Je vais pas mettre toutes les photos de nu que je vais faire. Je vais vraiment choisir quelques-unes qui me semblent intéressantes à montrer. Ouais. Et j'étais fascinée par l'eau, donc, et là, tout se focalisait sur le sujet. C'est-à-dire, c'est presque comme une méditation. À ce moment-là, il n'y a plus que ça qui compte. Je n'entends plus ce qui se passe, je ne vois rien autour. Et puis, il y a un moment où ça prend. C'est-à-dire, je sais que là, c'est une bonne photo. Là, non. Et c'est pareil pour la peinture. Ça peut être laborieux, ça ne marche pas. Je sais qu'il faut insister, il faut continuer. Et un peu comme une mayonnaise, ça prend. Et là, ça se fait. C'est clair. À travers moi. C'est quelque chose qui me traverse, qui prend cet œil, ces mains, ce corps pour exprimer. La nature est insaisissable et je suis consciente comment la photo fige, mais elle saisit aussi un instant. Elle le fixe dans sa beauté, dans sa spécificité. Je sais que c'est la lumière qui fait tout. Sans lumière, c'est plat. La lumière crée le mouvement. Je me souviens qu'en peinture, j'ai eu envie de peindre le mouvement par une démultiplication du personnage, par exemple. Comme une photo prise avec une vitesse trop lente. Comment on appelle, une fracture, je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc-là. La sculpture s'est exprimée par le métal et le bois. Ce qui est étonnant parce que le métal, je n'aime pas. Et en même temps, ça a été un vrai plaisir. Alors la fabrication de suspensions, donc là, je suis en train de faire. Des petits personnages qui étaient fixés sur des ressorts. Ça m'a beaucoup amusé. Le matériau est inspirant, je trouve, même si je ne l'aime pas. Et je me souviens avoir trouvé dans une ancienne mine, dans les Cévennes, des pièces de métal de 45 kilos chacune, que j'ai associées dans leurs différences avec des légers oriflammes. Donc le blanc, touk. Bon, la pièce de métal, pour moi, elle symbolisait notre humanité lourde, dense. Les oriflammes, donc blanc, c'était l'esprit, la verticalité, l'élévation, la transcendance. L'oriflamme rouge, c'est l'incandescence, l'intensité de la vie. Brûler, quand le feu devient cendre. Ça m'a appris à souder, ça m'a appris à me servir d'outils très, très brutaux, très lourds. Et c'était vraiment un contact avec la matière, avec une matière que je ne connaissais pas, parce que je n'ai pas fait grand-chose avec le métal. C'était avant 2013, donc ça fait longtemps, donc j'ai du mal à me rappeler. En plus, je suis chaque fois prise par autre chose qui se passe, un autre désir de créer encore autre chose toujours, puisque c'est ça qui est là, à l'œuvre en moi, c'est-à-dire ce besoin de faire par période. Et je crois que j'ai eu envie d'associer, comme ces pièces étaient très lourdes et intenses, j'avais envie d'associer quelque chose qui allait les mettre en valeur ou s'opposer à elles. C'est-à-dire, par exemple, voilà, l'oriflamme, donc avec un tissu très léger, qui allait... Après, l'idée de transcendance, etc., c'est venu après. Mais l'opposition des matériaux, je crois que ça a été ce qui a fait le choix. Effectivement, donc c'est en réaction. Tu as un matériau brut, tu as ce poids-là, en opposition, pouf, tu as l'oriflamme. Et après de là, donc c'est, les choses sont progressivement... Oui, c'est là qu'on voit que vraiment, là, je suis persuadée qu'on ne fait rien du tout. Moi, je fais rien du tout. C'est-à-dire que, alors ça fait pas bien quand il faut parler du processus de créativité. Tu dis, ouais, mais moi, alors, à ce moment-là, j'ai senti ça. Ça se passe au fur et à mesure. Moi, ce dont je peux témoigner, c'est que ça se passe. C'est quelque chose qui arrive
et qui me traverse. C'est pas moi qui décide que je vais faire des oriflammes derrière. Ça arrive à ce moment-là. C'est des élans. Ce sont des élans, et ces élans, ils se passent à travers moi. Et c'est pour ça que je sens qu'en tant que, pas parler d'artiste, mais en tant que dans un processus de création, c'est vraiment, je suis outil de ce qui se passe à travers moi. Alors il paraît que ça fait prétentieux de dire ça, ben non, moi je trouve pas. Hein. C'est étonnant, quoi. C'est étonnant ce qui s'est passé depuis le tissage de la peinture sur soie jusqu'à arriver à travailler des pièces de métal comme ça. Moi-même, quand je regarde ça, je me sens au service de quelque chose qui se passe. Et je remercie parce que c'est super qu'il y ait autant de variations, de variétés, de propositions différentes. Alors on passe du métal au nu. Pourquoi pas? J'aime le contraste. Qu'est-ce qui te fascine? Qu'est-ce que tu aimes dans ce corps humain, dans cette... D'abord, je trouve que le corps de la femme, c'est une merveille. Donc le fait de la photographier, c'est la mettre en valeur. Comment ça se fait que, d'après toi, il y a plus de clichés qui te déplaisent ou genre qui ne te donnent pas satisfaction? Si je devais faire une exposition sur l'eau, par exemple, c'est ce que j'ai fait, je choisis quelques photos. Je ne mets pas toutes les photos, mais disons que toutes, elles me touchent. D'accord. Alors que si je prends des nus, c'est beaucoup plus exigeant, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment la qualité déjà de la photo, la lumière, la posture de la personne qui a été prise. C'est pas aussi facile que de prendre un élément comme l'eau dans une rivière. Donc je vais pas en trouver beaucoup qui vont me plaire. C'est-à-dire que là, oui, pour le coup, qu'il faut en faire beaucoup pour en avoir 2, 3 qui me paraissent intéressantes, c'est-à-dire qui sont, on va dire, exposables. Parce que ça a tellement été fait, les nus, que de toute façon, chaque fois que je fais un nu, j'ai l'impression, je me dis, bon, tu as encore fait un joli beau. Tu as encore été dans la recherche de l'esthétisme au lieu de te laisser toucher par autre chose. Par exemple, je voudrais faire des photos de nus en mouvement, avec des mouvements donc qui ne sont pas particulièrement nets. Le bois a été plus facile et plus ludique. C'est l'expression de la couleur, quoi. C'est tous ces bois peints que j'ai fait. Pareil, j'ai fait une exposition qui était ludique, quoi, qui était très très colorée. Et ça fait partie, si tu veux, de la partie sculpture. C'était métal et puis bois. Et pour le métal, visiblement, tu l'as plus retravaillé. Tu dois vraiment forcer avec des instruments lourds pour pouvoir lui donner la forme que tu voulais. Alors que, je sais pas, le bois, tu fais un peu de coupe, mais tu as altéré sa forme ou c'est pas... Alors, c'est des bois flottés, donc que j'allais ramasser au bord de la rivière ou de la mer. Et j'ai pas changé vraiment les formes, non. Donc, en ce qui concerne ces 2 tableaux qui ont été faits à peu près au même moment, ce qui paraît très bizarre parce que comment on peut faire un tableau comme ça et puis un tableau comme ça presque au même moment. Bon, je pense que celui-là, il a été fait avant, donc c'était l'expression d'une période difficile, une période, on va dire, peut-être conflictuelle, coincée, j'avais une sensation d'être, coincée. Et celui-ci, donc, où j'expliquais que si je le réalisais correctement, si j'arrivais à donner vie à cette femme sur ce tableau, parce que j'étais dans une période qui était quand même vachement difficile, et donc, c'était symboliquement, si j'arrivais à la réaliser, à la faire vivante, qu'on la voit vivante, c'est que j'allais... Une espèce de superstition, c'est que ça voudrait dire que j'allais de nouveau être dans la vie avec enthousiasme, avec... Donc, elle n'a pas l'air très très enthousiaste, hein, mais bon. Donc en fait, tu as fait un acte de magie, c'est-à-dire que tu as créé un symbole
tu associes donc ce symbole à une volonté sur le monde et donc tu t'es concentré en mettant toute ton énergie dans le tableau, tu as pu manifester une nouvelle vie. Euh, C'est presque un peu complexe ça. C'était plus sensoriel, sensoriel que c'était plus au niveau du ressenti que quelque chose. Oui, il y avait quand même quelque chose de mental puisque je disais que si j'arrivais à passer de ce passé et cet avenir une fois un peu plus clair, un peu plus lumineux, parce que c'était quand même pas très encourageant. Bon retour en France, quoi. Dans la brume. Exact, c'est exactement ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle n'a jamais été terminée, ce qui prouve bien qu'on n'est jamais fini, quoi. Enfin, on n'est jamais fini. Effectivement, c'est une preuve scientifique irréfutable. On n'est jamais terminé. On n'a pas de preuves scientifiques, on s'en fout. En tout cas, c'est bien. Cette violence, comment dire, que la vie nous fait à tous, j'ai eu la chance de pouvoir la canaliser, c'est pas le mot, mais d'avoir pu l'exprimer quoi, de façon différente. La transcender. Ouais, on va dire comme ça. C'est pour ça que j'ai fait le drapeau rouge et puis le... Si je réussis, bon, bah, je serai sauvé. Tu avais une idée claire de ce à quoi ça devait ressembler ou tu as fait quand même au gré de l'inspiration tu t'es dit, bon, c'est une femme, ok, donc ça va être le point central et au fur et à mesure, les symboles te sont venus. J'ai pas fait, oui, je l'ai faite en crayon. Je l'ai faite, tu veux qu'on le mette là-bas? Ouais. Je l'ai dessinée d'abord. Et puis après j'ai eu envie de la peindre. Donc C'était pour lui donner plus de force, plus de, comment dire, la rendre plus sérieuse. Non, c'est que le crayon c'est gris. Enfin, je l'avais dessiné comme ça, hein, je n'avais pas mis de couleur. Le crayon, c'était un peu, oui, c'était triste, mais en même temps là, il y a un contraste entre le passé, qui est assez lumineux, parce que c'était vraiment sur l'île de la Réunion, c'était magnifique, et l'avenir qui s'annonçait difficile, parce que je revenais ici. Et donc c'était cette anxiété, et ce personnage-là, au milieu, il fallait qu'il donne l'impression d'être... Enfin, qui donne sur le tableau l'impression d'être vivant, qu'il ait une carnation, quelque chose qui, même si l'expression n'est pas gaie, qui dise, ouais voilà, là c'est en train de... ça se sauve quoi, c'est en train de... ça va pas mourir. Donc du coup c'était important justement que tu passes à la couleur pour passer juste de l'idée à quelque chose d'incarné et de... Oui, parce que donner l'incarnation à un personnage qui est dessiné en gris, oui, mais il faut être très fort justement sur le plan... pas seulement du dessin, c'était plus facile, c'était aussi un peu la facilité de le faire sur une toile avec des belles couleurs, et donc ça donnait... Ouais. Et une question en fait, pendant tout ce temps-là, t'étais prof de sport ou donc et donc c'est un peu moite-moite ton temps, t'avais un tiers, t'avais la famille, le travail et les créations artistiques. Oui, tout ça c'était mélangé. Et t'avais le temps de dormir? Ouais. En plus, j'ai une telle énergie pour vivre la vie de couple. Mais au moment de mon orientation, moi qui n'avais pas fait d'études, qui n'a pas été bonne du tout, c'était ou les beaux-arts ou le CREPS, donc le sport. Donc, la raison a fait que mes parents ont dit ah oui, c'est mieux peut-être. Et j'ai pris mais super, parce que le fait d'enseigner l'éducation physique m'a laissé beaucoup de temps. Je me suis beaucoup exprimée aussi à travers mes élèves, c'est-à-dire que la seule chose qui m'intéressait vraiment, c'était la danse et l'expression corporelle. Le reste, je le faisais parce que c'était mon métier. Mais j'ai beaucoup investi dans cette transmission de la danse à mes élèves. Et non seulement je me suis éclatée, mais elles se sont aussi éclatées.
On préparait des chorégraphies qu'on montrait après dans différentes circonstances. Et là, j'ai carrément laissé mon... J'avais du matériel humain pour exprimer plein de choses, quoi. Et donc, t'enseignais qu'à des filles Alors, au début, oui. Et ensuite, on a eu mixte, c'était plus difficile. Alors après, au niveau de l'expression corporelle, j'ai eu aussi carrément des élèves de lycée mixtes, ça c'était super. De mauvaises conditions de travail, mais quelle joie de pouvoir communiquer aux élèves une découverte de leur corps à travers l'expression, quoi. C'est-à-dire, bon, c'est sûr qu'en sautant, en courant, on découvre son corps. Mais là, c'était une espèce de libération que beaucoup d'élèves ont ressentie, c'est-à-dire, je faisais pas mal d'improvisation, d'expression libre, et là, j'ai vu des choses magnifiques, quoi. Donc, j'ai composé avec eux souvent, les chorégraphies, on les faisait ensemble, et c'était un voyage fantastique. On a eu des moments pas possibles, là. Je me revois à 6 ou 7 dans la 4L pour venir faire des masques ici qui allaient nous servir pour les chorégraphies. Donc, ouais, là, il y a eu vraiment... c'était peut-être un exutoire, mais c'était surtout un grand plaisir avec plein d'élèves qui sont restés encore toutes imprégnées de ça et qui ont fait des métiers, qui ont choisi des métiers en fonction aussi de ce qu'elles ont vécu à cette époque-là, même si c'était pas très long. Et donc, oui, je me suis vraiment exprimée à fond à travers mes élèves. Dimanche dernier, tu me disais que tu n'avais pas voulu, d'une certaine manière, rentrer dans une école de peur d'être formaté et de te perdre en cours de route. C'était très prétentieux à l'époque. C'était très prétentieux de dire waouh, si j'apprends la technique, ça va me limiter dans ma créativité. Je ne vais plus pouvoir exprimer ce débordement, cette intensité, parce que ça va me cadrer. C'était complètement idiot, parce que la technique est facilitante, au contraire. Elle permet justement d'aller plus loin. Je ne sais pas qu'est-ce que je ressentais à ce moment-là. Mais c'est clair que si jamais tu utilises le mot débordement, dans la technique, tu canalises. Donc, tu es plus dans la même nature. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ton débordement est instrumentalisé. On ne lui donne pas tout l'espace qu'il pourrait prendre autrement. Je pense que c'est quelque chose, intuitivement, c'est quelque chose de cet ordre. Mais quelque part, je continue à dire, à l'âge que j'ai maintenant, c'est prétentieux. Parce qu'on peut très bien, regarde tous les peintres. Bon, il y a des autodidactes, mais il y a quand même plein de peintres qui ont appris, quoi, d'une certaine manière, qui ont appris une technique, et c'est pour ça qu'ils sont arrivés à exprimer pas ce qu'ils avaient envie, ce qu'ils devaient exprimer. Ça, ce qui m'a aidé, non, c'est vraiment les trois, je crois, ou 3 ou 4 stages que j'ai fait avec René David, donc ils m'ont appris à regarder, à utiliser, à comparer, à étudier une œuvre, par exemple. Et tout ça, après, je pense que ça fait un matériau comme des choses que tu mets dans ton ordi, et après, hop, tu peux t'en servir. Ça a fait du matériau en moi, mais j'ai pas appris... j'ai appris à travers ça, quoi. J'ai appris à travers l'urgence de faire. Ça m'a manqué, par exemple, la technique pour celle-là, la technique pour faire des carnations. Tu vois. Alors en plus, je suis incapable d'en parler de cette école italienne où on apprenait justement à faire en sorte que on avait vraiment l'impression d'incarnation. Là, c'est plat, je ne suis pas arrivée à le rendre. Donc, en ce sens, la technique m'a manqué au niveau de la peinture, pour exprimer de manière plus juste, peut-être plus belle aussi, des choses que j'étais incapable de faire. C'est clair que la technique m'a manqué dans plein de domaines, mais c'est peut-être pour ça aussi que j'ai jamais poussé loin dans un domaine, que j'ai sauté sur autre chose. Alors il y a un endroit, et ça vient de se passer ces 4 dernières années, il y a un endroit où j'étais obligée d'apprendre la technique, c'est la gravure. Et c'est extrêmement exigeant, parce que si tu veux, donc c'est infini,
la gravure, si tu veux progresser, tu as plein de possibilités et ça m'a obligée à me cadrer, à être plus soignée, à être... parce qu'on ne peut pas la faire comme ça, en vrac, en faisant n'importe comment. C'est pas possible, sinon ça ne marche pas. Ça me fait penser à la période où j'ai fait la couture. Je prenais le tissu, je le mettais par terre, je m'allongeais dessus, je mettais mes bras en croix et je traçais avec une craie le vêtement que j'allais faire. Ça faisait beaucoup rigoler mes copines parce que elles me disaient mais comment tu arrives. Alors c'est sûr que c'était pas des fignolets, même si j'en ai vendu, c'était alors je vais dire le manque de technique m'a beaucoup limité. Oui, voilà, dans plein de domaines, de choses que j'ai abordées. Et peut-être en particulier dans la peinture. Alors, la vie m'a amené là, avec l'histoire de la gravure, et j'y ai consacré 3 ans, enfin, ponctuellement, bien sûr, pas, mais enfin, ça a débouché sur une exposition. Et ça a été difficile et en même temps réjouissant, parce que c'est parce qu'on maîtrise, je pense que c'est parce qu'on maîtrise une certaine technique qu'on arrive à faire des choses, des belles choses, enfin, belles, c'est pas le mot, de bonnes choses, je vais dire, en ce qui concerne la gravure. Mais même encore, je vois bien que je me revois en train de faire des choses, pas de manière soignée, mais il y a une telle impétuosité. À l'âge que j'ai, il y a encore une telle impétuosité, une telle impatience. Disons que dans un premier temps, il faudrait que je puisse lâcher, j'en sais rien, faire un peu n'importe quoi. Et après, quand ça, ce premier flow est passé, c'est se concentrer sur quelque chose de plus calme, donc qui demande d'aller doucement, de faire lentement, de faire avec application. Voilà. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai développé dans mon enfance, je n'ai jamais été appliqué et c'est pour ça que j'ai carrément raté mes études et que j'ai rien pu faire. Entre guillemets. Quoi. Non, mais sur le plan artistique. Sur le plan artistique, je pense que ça m'a gênée d'être impatiente. Ouais. Et du coup, en fait, ce que tu évoques, le fait de faire un premier jet pour liquider l'exubérance, la vague, d'une certaine manière, et après revenir dessus dans un autre état d'esprit, est-ce que tu as pu essayer de le mettre en œuvre dernièrement ou tout court? Oui, pour la gravure, oui. Ouais. Et en dehors de la gravure? Pour les petits carnets, oui, obligé. C'est-à-dire? Quand même, regarde, ça c'est la gravure. Hein. Ça, ce sont des choses abouties. Ce sont des choses qui, je trouve, qui sont... qui sont... Mais est-ce que, donc elles sont abouties, mais est-ce que tu l'as fait en 2 temps comme tu as pu évoquer à l'instant, quoi? Ben oui, parce que ça, c'était des gravures que j'avais faites en gravure. Et j'ai décidé d'en faire un carnet en prenant une matrice pour faire le devant, une matrice pour faire le derrière. La matrice étant bien sûr ce qui sert après à reproduire plusieurs fois ce qu'on a fait. Et que j'ai choisi d'en faire un carnet avec d'autres petites gravures qui viennent concrétiser ce petit truc-là. Donc en fait, finalement, d'une certaine manière, là, ça serait plus un travail d'édition. C'est-à-dire que bon, tu as le foisonnement, tu as la vague, tu la surfes, bon, bah, tu fais ce que tu peux avec l'inspiration du moment, et après, tu revisites, tu sélectionnes les plus beaux morceaux et tu les insères dans une présentation. Oui, dans une présentation, ça peut être une expo où tu as sélectionné les meilleurs éléments de ta série, ça peut être des carnets. Donc des petits carnets. Ça peut être tes livres. Mais voilà, donc le truc, c'est que d'une certaine manière, il n'y a pas de retour possible. C'est-à-dire que voilà, c'est fait, et y a pas, tu ne le refais pas l'œuvre. C'est à la gueule, c'est un petit peu terminé, et après maintenant, c'est juste la mettre en valeur. En tout cas, c'est celle qui valent le coup. Oui. Et ça serait pas genre, par exemple, tu fais ce tableau, tu dis, maintenant je l'ai raté, je vais le refaire. Ah non, Tu jamais. vois, c'est ça. Tu vois, le truc, c'est que bon,
Par exemple, moi, je vois que bon, j'ai un peu le même problème quand j'écris. C'est-à-dire que bon, je suis porté par le souffle. Et après, j'ai pas, à une petite exception près, j'ai quasiment jamais fait de deuxième jet. Je regarde le premier, je bricole à droite, je bricole à gauche, j'améliore, je coupe certains éléments, mais il y a peu de rajouts, il y a peu, je respecte, c'est fait, c'est terminé. Ben, c'est un peu ça aussi, ouais, effectivement. Sauf pour ce tableau, j'ai fait une étude avant au crayon, carrément. Mais c'est pour ça que c'est vraiment pas dans le processus traditionnel, on va dire, où quand on voit les maîtres, comment ils travaillaient avant de faire un tableau, comment ils faisaient des tas de choses préparatoires. C'est pour ça que je ne peux pas employer le mot artiste, parce que c'est pas travail élaboré, c'est plus une expression spontanée de ce qui passe là à travers moi et qui a besoin de se dire ou qui a besoin de me quitter ou ouais. C'est l'art exorcisme. Et une fois que l'exorcisme est fait, eh bien, tu vas pas remuer le couteau dans la plaie et essayer de... on va rentrer le démon un petit peu, on va le ressortir en le... Mais du coup, dans tes moments heureux, qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, bah, tu arrives à utiliser l'art comme un moyen d'exorciser, une sorte de catharsis. Il y a une manière de plus paisible maintenant, avec l'âge certainement, qui n'a pas envie de créer dans le malaise. Pas comme un exutoire ou du narcissisme pour dire regardez-moi, regardez ce que je fais, j'ai eu besoin de ça longtemps, regardez ce que je fais, dites-moi que c'est bien, aimez-moi quoi. C'était vraiment ce que je lui demandais. Mais est-ce que ça a influencé réellement ton processus? Parce que ça, je sais que je l'ai beaucoup une fois que le bouquin est terminé et que j'attends un retour, mais ça ne me préoccupe pas du tout quand je suis en train de produire. Je me suis toujours dit, tu fais ce que tu veux, comme tu veux. Tu n'en as rien à foutre de ce que pensent les gens de ce que tu fais. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup libérée. Parce qu'effectivement, quand je peignais, alors, carrément, je m'en fichais pas mal de ce que les gens risquaient d'en penser. Pendant le processus créatif, il n'y avait aucun... Je pense qu'il n'y avait pas du tout l'idée d'un regard qui allait se poser sur ce que j'avais fait. Par contre, une fois que j'avais terminé, ça c'est clair que j'avais besoin de retour, quoi. De retour, dans un premier temps, longtemps, pour me rassurer, pour peut-être m'aider à me construire, enfin, m'encourager. Mais pendant le processus lui-même, il n'y a pas ça. Non. Okay. Parce que des fois, justement, c'est que ça peut... On a de la chance, visiblement, de travailler de la même manière et donc de suivre ce qu'on ressent quand on produit. Et qu'on est rattrapé par cette envie d'être reconnu après. Il y a des personnes où ça s'infiltre à travers le processus créatif et qui sont en train de se censurer ou de se réorienter parce que ils ont trouvé quelque chose qui avait plu par le passé, donc ils cherchent à le retrouver ou ils ne vont pas très loin parce que ils savent que ils risquent de sortir de cette zone d'acceptabilité. Oui. Non, moi je sens pas trop ça. Là ce qui se passe maintenant dans cette chose plus paisible, c'est que je me mets au service de ce foisonnement qui sans cesse s'exprime à travers des tas de choses différentes. Des petits personnages comme ça, des poteries, des oiseaux, enfin tu vois, c'est carrément, même à travers la musique, à travers... à une époque, les instruments de musique ou la couture, j'ai fabriqué des vêtements que j'ai vendus. Donc je sais ça. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui consacre sa vie à son art et qui en vit, plus ou moins d'ailleurs. Et tandis que la créativité, pour moi, c'est un moyen de voir, de sentir, de partager ce que la vie me donne à voir, dans cette capacité justement à sentir et voir. Donc donner à voir et à donner à sentir aux autres ce que moi je vois, mais pas avec ce souci de plaire. Non. Je pense pas que ça a été quelque chose qui m'a motivée. De montrer, oui.
Ça m'a motivé de montrer, mais de faire pour que ça plaise, non. Je pense pas. Ouais, donc du coup, que les choses aillent ou n'aillent pas, ça fuse en permanence, quoi. Pas en permanence, parce que tu vois, après l'exposition de gravure, ça fait 1 an et j'ai rien fait. Je bricolais des petites choses. Et tu te sens comment alors que tu ne fais rien? Tranquille. Disons que j'étais tranquille, avec un peu un étonnement. Je me suis dit, ok, 2 ou 3 mois après l'expo, c'est normal. Il y a eu un peu... ça a demandé beaucoup de travail et d'efforts. Et puis maintenant, ça pèse, quoi. Parce que maintenant, voilà, la différence, c'est ça. C'est que, voilà ce que c'était il y a quelques années. Et pour moi, ça, c'est un moyen d'expression, mais fabuleux, quoi. Je sais pas à quel endroit tu pourrais prendre ce truc qui est complètement barjot. Et ça a été un exutoire, hein, carrément. C'est une période qui a été particulièrement difficile. Donc, je sais pas si ça t'intéresse de prendre... Il y a tout, il y a mes petits-enfants, il y a... Je sais pas très bien. Donc c'est un petit peu toutes ces choses qui te passaient par la tête, quoi. Donc c'est tout ce qui se passait dans ma vie, surtout. Tout ça est inspiré par ce qui se passait à ce moment-là dans ma vie. Donc voilà, qu'il pleuve ou qu'il vente, que ce soit une période agréable ou difficile, ça ne s'arrête jamais. Le saut de mouton des supports et des styles continue son cours. Et ça produit sans arrêt. La dernière exposition de Nadine, celle qui était dédiée à la gravure, commence à remonter. Elle était en 2018, donc ça date un peu. Et je suis très curieux de voir la manière dont elle va se réinventer pour la prochaine. J'espère que ça vous a plu. J'ai quelques idées pour d'autres épisodes du podcast. Un avec mon ami Benoît Richard, un musicien devenu ingénieur son producteur, où il nous parlera du rôle de passeur et de guide qui va avec cette profession. Puis un autre avec Guillaume Walter, un ami qui tient le site Kotoba, un site dédié aux Japonais, qui nous parlera de son premier livre portant sur l'histoire de cette langue. Moi, je dois vous avouer qu'après le documentaire que vous venez de voir et écouter, j'ai un peu de la flemme et je préfère me concentrer sur mon écriture. Donc, il faudra sans doute patienter un peu avant de me retrouver sur YouTube. Voilà, ainsi, pour être prévenu de l'arrivée de la suite, je vous conseille de vous abonner à la chaîne en appuyant sur le petit bouton rouge sous la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée, un bel été, et à bientôt.